présente pas Partners Patrimoine ce soir. Vous nous connaissez déjà ou vous êtes en train d'apprendre à nous connaître. Pour le reste, nous allons présenter France Vallée et puis surtout certains outils de France Vallée. France Vallée est une société de gestion qui est spécialisée dans les actifs de forêt et viticoles de Champagne. France Vallée est un des plus gros acteurs. Il convient de rappeler tout simplement avant cette conférence que l'investissement dans le foncier champenois ne doit être qu'un actif de diversification. On a pu le voir récemment à travers certaines affaires financières. Il convient toujours d'être prudent dans la sélection des partenaires avec qui nous travaillons et au sein de cela, il convient, comme dans son patrimoine, d'opérer une diversification afin que toutes les solutions correspondent premièrement à vos objectifs, à vos profils de risque et puis une cohérence vis-à-vis de votre patrimoine global. Les solutions qui seront présentées ce soir ne sont que des solutions de diversification, ne doivent être que des composantes de votre patrimoine, peuvent varier dans les proportions selon votre situation et présentent des intérêts certains au-delà de la diversification. En termes d'intérêt fiscal, il s'agit tant de l'impôt sur le revenu que de l'impôt sur la fortune immobilière. Et puis, des avantages indéniables très importants. C'est le cas des groupements fonciers champenois de France Vallée, mais aussi des groupements forestiers, des avantages indéniables en matière de transmission. Laurence, je ne vais pas durer le supplice plus longtemps, je te passe la parole. Merci beaucoup Antoine. Déjà, merci de nous passer la parole et d'organiser cette webconférence. Alors effectivement, France Vallée, c'est une société de gestion agréée par l'AMF qui s'est spécialisée dans l'investissement foncier. L'investissement foncier, c'est une classe d'actifs qui jusqu'à maintenant était assez peu démocratisée. À moins d'investir en direct, c'était finalement assez compliqué d'y accéder. Or, si on veut vraiment intégrer dans son patrimoine des fonciers qualitatifs, patrimonialement, finalement, on se rend compte que l'accès est très difficile parce que c'est avant tout un milieu de professionnels. Et donc, évidemment, notre but, c'était de permettre à des investisseurs d'accéder aux actifs fonciers les plus rares et on s'est donc spécialisé dans les actifs forestiers. Donc là, on parle des grandes forêts d'exploitation, mais on a eu l'occasion d'en parler au cours d'une autre webconférence avec Partners. Et également de démocratiser également l'investissement foncier viticole, sachant qu'on s'est spécialisé en Champagne. Alors rapidement, France Vallée, qui sommes-nous? Nous sommes une société de gestion qui est agréée par l'AMF. Comme je vous le disais, on s'est spécialisé dans l'investissement foncier et on travaille, alors notamment sur les actifs forestiers, avec plus de 70 exploitants forestiers sur tout l'Hexagone. Ça nous permet d'avoir un bon deal flow, ce qu'on appelle, c'est-à-dire d'avoir un très bon sourcing, sachant, comme je le disais, c'est surtout un milieu qui est réservé à des professionnels. Alors pour les exploitations viticoles, on se rend bien compte qu'un particulier, normalement, ne peut pas accéder à ce type de foncier, mais pour les forêts, c'est pareil. Et notre statut de premier investisseur forestier privé nous permet justement d'être un acteur de poids sur l'investissement foncier. Et le fait d'avoir ce statut au-delà des cocoricots, bien sûr, c'est surtout de nous permettre d'accéder aux plus beaux fonciers, aux plus belles exploitations forestières et derrière d'en faire profiter justement les investisseurs à travers nos fonds. Alors, comme je le disais, nous travaillons les actifs forestiers et les actifs viticoles, sachant que le point commun de ces deux sous-jacents, c'est d'être des actifs tangibles, comme je le disais, réservés surtout à des marchés de professionnels. Donc là, le but, c'est de les démocratiser et de les rendre accessibles à des marchés de particuliers. Et ce qu'on constate, la pertinence justement, quand tu parlais tout à l'heure de diversification dans le cadre d'une allocation d'actifs, le but, c'est d'accéder à cette classe d'actifs, tout d'abord, avant ses avantages fiscaux, pour ses qualités en termes de résilience et de décorrélation des autres marchés. Alors, le fait d'avoir effectivement 5 à 10% de son patrimoine dans des actifs décorrélés en matière de diversification, ça prend tout son sens, notamment en période de crise. Et là, cette année, justement, on a pu s'en rendre compte que des actifs décorrélés et résilients, ça peut être pertinent d'avoir ça dans son patrimoine. Alors,
avant de parler produit, le foncier viticole en Champagne, pourquoi s'est-on spécialisé? Je me permets de te couper, Laurence, petite question client. Êtes-vous, vous, France Vallée, présent sur tous les vignobles français? Je pense qu'il y a un sous-entendu hors Champagne. Ah bah oui, justement, très très bonne question. Non, on s'est spécialisé en Champagne. Alors déjà parce qu'il y a d'autres sociétés de gestion qui le font, mais au-delà de ça, on s'est spécialisé en Champagne parce que la Champagne est un marché un peu particulier, un peu dérogatoire. Quand on parle d'un domaine viticole classique, quand on va investir sur un domaine, que ce soit le Bordelais, Bourgogne ou une appellation classique en viticole, finalement, ce qu'on va acheter, c'est un domaine particulier et avec toutes les fluctuations que ça peut présenter. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez les différentes appellations, on peut avoir des différences en termes de prix à l'hectare qui vont de quelques dizaines de milliers d'euros l'hectare à quelques dizaines de millions d'euros l'hectare. Et après, en termes de fluctuations, on a vu des fluctuations à la hausse, comme certaines appellations, certains grands crus, certains Côtes-du-Rhône, mais également à la baisse. Je prends l'exemple du Sauternais qui, en l'espace d'une trentaine d'années, a perdu 86% de sa valeur parce que le vin blanc sucré, qui était une appellation pourtant prestigieuse, a perdu de sa valeur. Et donc, du coup, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez fluctuant. Et en plus, quand j'achète un domaine en particulier, ce que je vais acheter, c'est ce domaine, c'est-à-dire ce foncier, ce terroir. Et en fait, l'évolution dans le temps de mon investissement va dépendre effectivement de la qualité de mes cèpes de vigne, de la récolte que je vais faire, de la vinification, il ne faut pas que le mec de chez change, du vin que je vais produire. Et puis avec ça, il faut que je mette en place un plan marketing pour exister au milieu des autres domaines de l'appellation et des autres domaines en France et des autres domaines dans le monde. Et donc du coup, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Et en fait, ce qu'on visait sur la classe d'actifs Champagne, c'est une situation totalement à part. C'est-à-dire qu'en fait, en Champagne, il y a très très peu de viticulteurs qui vendent sous leur propre marque. Vous voyez, la Champagne, c'est 34 000 hectares, c'est à peine 1% de la surface du foncier viticole français. C'est une toute petite appellation, mais qui représente 21% en valeur. On voit bien la valeur patrimoniale de cette classe d'actifs un peu particulière. Et surtout, vous voyez, il y a 16 000 vignerons qui se répartissent ces hectares-là. Et donc, on comprend bien comment est organisée la Champagne. Il s'agit de toutes petites exploitations et assez souvent, contrairement au domaine viticole où c'est le domaine va produire le vin du domaine, il y a en Champagne une situation qui est complètement à part parce qu'il y a très très peu de viticulteurs qui vendent sous leur propre marque. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leurs raisins via des coopératives viticoles à des grandes marques qui elles-mêmes détiennent assez peu d'hectares en propre. Donc finalement, ce que je vais viser en investissant dans du foncier champenois, n'est pas la marque attachée au domaine, parce qu'après souvent il n'y a pas de marque puisqu'ils ne vendent pas sous leur propre marque, mais parce que derrière on va se retrouver, mon raisin il va se retrouver à la fois chez Moët & Chandon, chez Pommery, chez Veuve Clicquot, dans toutes les marques possibles. Et donc finalement ce qu'on va viser, c'est la marque Champagne. Et il se trouve que l'appellation Champagne, c'est une des appellations les plus protégées au monde. C'est la deuxième marque la plus valorisée en matière de boissons après Coca. C'est la 7e marque, toutes marques confondues. Et surtout, il y a une situation qui est complètement à part. Ce que je disais, c'est qu'on va avoir un monopole pour alimenter le monde entier avec le vin le plus connu dans le monde. Et c'est cette situation totalement à part qu'on va viser justement en montant des produits investis en Champagne. Donc voilà pourquoi France Vallée a décidé de se spécialiser en Champagne. Et accessoirement, la deuxième raison, c'est qu'il y a une petite particularité, c'est qu'en Champagne, les baux qui sont mis en place, ce sont des baux à métayage. Et ce bail à métayage va nous permettre d'accéder à certains avantages fiscaux que tu as cités et que justement on va évoquer dans quelques instants. Alors, on parlait justement de cette appellation Champagne, elle est toute petite, et donc après la question c'est encore faut-il trouver des hectares à acheter pour permettre à nos investisseurs d'accéder à cette classe d'actifs. Alors il se trouve que, on le constate, le prix de l'hectare en Champagne augmente très rapidement du fait de ce statut, du fait de cette rareté et la taille extrêmement petite de l'appellation. Et en fait, il se trouve que en parallèle, il y a on remarque la conjoncture en Champagne, c'est que il y a une très grosse difficulté pour les champenois pour se transmettre les vignes, parce que, comme on le voit, le prix de l'hectare augmente tellement vite
que alors, les Champenois sont installés sur une mine nord, on peut voir ça comme ça, mais le problème, c'est quand il s'agit de se transmettre les parcelles, les exploitations de génération en génération, la transmission, c'est les droits de mutation à titre gratuit. Parfois, il y a plusieurs enfants, le repreneur doit payer les soultes aux autres, et donc ils ont des grosses difficultés pour se transmettre les exploitations. Et donc la SAFER, sensibilisée sur le sujet, parce que son but c'est de maintenir les exploitants sur leur terre, nous a contactés parce que justement ils n'arrivent plus à trouver de solution pour que les exploitants puissent se transmettre ces terres et conserver l'exploitation. Et ils nous ont proposé de préempter les hectares de vignes occupés qui passaient par eux pour nous les proposer en priorité, parce qu'on va mettre en place des baux ruraux long terme pour maintenir les vignerons en place, tout en leur retirant le poids du foncier, le poids du prix du foncier. Et en fait, il s'agit d'un schéma gagnant-gagnant, parce que de cette manière-là, on va permettre à des investisseurs d'investir sur ces mêmes fonciers et donc d'accéder à cette classe d'actifs totalement dérogatoire. Et comme ça, on solutionne justement le problème de, d'un côté, la transmission des terres en Champagne pour les exploitants, et en même temps, on permet aux investisseurs d'accéder à cette classe d'actifs. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu monter deux types d'offres que l'on voit à l'écran. D'un côté, une foncière viticole en Champagne, où là, on va avoir une diversité de parcelles au sein d'une même foncière. Donc, en fait, c'est le seul produit qui existe où on a une diversification au sein même de l'appellation Champagne. Et de l'autre côté, des clubs deals, donc sous forme de groupements fonciers viticoles, où là, on va réunir un petit nombre d'associés pour investir dans une parcelle en particulier. Et donc, on a ces deux types d'offres, et avec cela, on va viser la même classe d'actifs, mais aller chercher des avantages fiscaux qui vont être différents. Alors Laurence, en termes de classe d'actifs, de diversification, on est évidemment sur un actif de diversification, on l'a dit. Quand on investit sur ce type d'outil avec France Vallée, qu'on investisse dans la foncière viticole en Champagne ou dans un des GFV champenois, là c'est France Vallée 2, je suppose qu'il y en a en fonction des collectes et puis de montants cibles de collecte sans doute. On investit finalement où en Champagne? Est-ce que on investit sur une parcelle identifiée dans l'Aube ou vraiment peut-être dans la partie champenoise pure et dure autour d'Épernay? Est-ce qu'on peut investir à travers un GFV sur deux zones géographiques différentes au sein du domaine viticole? Quelle est la diversification qui est opérée? Est-ce qu'un client a intérêt à investir dans un premier GFG, à en attendre un deuxième, selon ce qu'il souhaite comme avantages fiscaux? Quelle est la diversification qui est opérée et comment le client doit procéder? Alors, d'une manière générale, quand la SAFER nous propose des parcelles, donc nous, on va faire une sélection, on ne va pas pouvoir tout acheter, on fait une sélection de parcelles. Et notre conviction, c'est que d'une manière générale, à partir du moment où on est sur des actifs prime, c'est ceux qui vont qui vont mieux résister justement à une éventuelle crise. Ça, on le constate dans tous les marchés, notamment le marché de l'immobilier. Il s'agit toujours d'actifs tangibles, donc on peut faire la comparaison. C'est toujours les actifs immobiliers qui ont le moins de défauts, en quelque sorte, qui sont les mieux placés, qui conservent leur valeur, alors que du coup, en temps de crise, c'est les actifs les maisons, les immeubles qui ont des défauts, qui sont peut-être moins bien placés, qui perdent de la valeur. Et pour nous, la Champagne, c'est exactement pareil. Et donc, du coup, quand on va faire notre sélection, c'est vrai qu'on va pas mal viser ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est tout le secteur aux alentours d'Épernay, donc la partie en jaune. Et donc, on va sélectionner justement ces actifs-là, mais on peut aller également dans d'autres régions, parce qu'on parle quand même de diversification. D'une manière générale, l'AOP Champagne, c'est une AOP qui est très prestigieuse en tant que telle, quel que soit le secteur, sachant qu'il y a 5 secteurs, comme vous le voyez à la carte. Et après, dans la foncière viticole en Champagne, on va pouvoir avoir une diversification. Par exemple, là, vous voyez en bleu, on a acheté une parcelle dans le Cézanne. Le fait d'aller dans le Cézanne, le prix à l'hectare est un petit peu moins élevé que dans le triangle d'or à côté d'Épernay. On va permettre d'avoir une diversification, d'aller chercher un petit peu plus de rendement. Et donc, en tout cas, la foncière, elle offre cette possibilité de diversifier au sein de la classe d'actifs. Le GFV, non, c'est une seule parcelle. Donc là, c'est vraiment un club deal. Et l'intérêt du GFV,
au-delà du fait d'avoir un nombre d'associés plus limité, d'être un peu plus petit comité, c'est vraiment un club deal, on va aller chercher des avantages fiscaux, notamment en matière de transmission. Et donc là, tout dépend au final des objectifs de l'investisseur. Si son but, c'est vraiment la diversification dans la classe d'actifs, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra plutôt sélectionner la foncière. Si le but, c'est d'associer aussi un avantage fiscal en matière de transmission, et bien là, le GFV, ça peut être un peu plus adapté, sachant que le GFV, on en a ponctuellement, parce que le statut de GFV, c'est une société civile, donc ça a certaines conséquences. Déjà, on a une responsabilité statutairement qui est non limitée aux apports, c'est une société civile. Alors après, l'actif qui est à l'intérieur constitue un actif réel, hein, bien sûr, donc ça, c'est absolument pas neutre. Mais au-delà de ça, on est limité dans la commercialisation à 150 sollicitations, donc ça veut dire qu'on va avoir un ticket d'entrée un peu plus important, et on va chercher justement ce côté peut-être un petit peu plus confidentiel. Et nous, dans le montage des produits, on ne pourra pas en avoir tout le temps. Il s'agit vraiment d'enveloppes. Donc, c'est une offre qui sera plus ponctuelle et plus confidentielle, peut-être. Quelle est la fréquence, par exemple admettons une situation de client, quelqu'un qui a un horizon de transmission, qu'il ne connaît pas évidemment, mais qu'on peut supposer moyen terme, il peut avoir intérêt, finalement, afin de profiter d'un maximum d'avantages fiscaux pour la transmission, de se positionner sur plusieurs GFV. À quelle fréquence, quels sont les montants maximums qui peuvent être envisagés, quel est le ticket moyen par exemple sur un GFV? Alors, généralement, nos tickets d'entrée sur les GFV, c'est 30 000 €. Alors, pour l'instant, on a réussi à en monter un en 2018 et un cette année en 2020. Donc, grâce à la SAFER, on peut espérer en avoir cette offre à peu près tous les ans. Mais ça, rien n'est garanti parce qu'il faut vraiment qu'on trouve une parcelle vraiment bien calibrée à 3-4 millions d'euros. Donc, du coup, ça veut dire que c'est en fonction de ce qu'on pourra trouver, sachant qu'il y a à peu près 150 hectares qui changent de main par an en Champagne, souvent dans un cadre familial, donc il n'y a pas non plus pléthore d'offres. C'est un marché qui est quand même très 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 petit, très restreint, et donc déjà réussir à monter 2 offres sur cette classe d'actifs, c'est une chance extraordinaire qu'on doit à ce partenariat avec la SAFER, mais c'est vrai que le GFV en Champagne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir en permanence parce que ça dépendra vraiment des opportunités en termes de taille de parcelle. Et donc, sur cette classe d'actifs Champagne, justement, alors qu'est-ce qu'on peut en attendre en France ? Alors, d'une manière générale, on est plutôt sur un produit de capitalisation, hein. Là, on le voit, on a d'un côté la performance issue du rendement distribué et de l'autre côté la performance du fait de la prise de valeur. Distribué, il va être entre 0,6 et à peu près, sachant que ce rendement peut être distribué en numéraire ou alors peut être converti en nature sous forme de bouteilles de champagne. Donc ça, les bouteilles seront au choix du client, hein. Il y aura une 40aine de bouteilles. Alors là, on a du blanc de blanc, du rosé, du brut, de telle ou telle marque, ça dépend. Et puis, on négocie des tarifs préférentiels avec des décotes qui vont de 5 à 50%. Donc là, c'est le côté un petit peu sympathique du produit et de cette possibilité. Et après… Ce qui veut dire, excuse-moi Laurence de te couper, c'est que si on investit par exemple sur une poche en GFV ou la foncière en Champagne, quel que soit le GFV, on peut finalement profiter de bouteilles qui ne sont pas forcément identifiées dans la parcelle qui a été acquise par le GFV en question. Profiter de bouteilles de l'ensemble des domaines qui sont dans la gamme entre guillemets de vos différents produits. Exactement. C'est pas parce qu'on achète une parcelle, un domaine particulier qu'on va avoir un paiement en nature avec les bouteilles de cette parcelle, de ce domaine. On va négocier avec plusieurs maisons de champagne, et ce qui fait qu'on aura une offre qui sera relativement vaste et donc le client pourra choisir finalement le champagne en fonction de ses propres goûts. Donc ça, effectivement, c'est le côté assez sympathique de l'affaire. Après, on a une prise de valeur qui va se matérialiser par une évolution de prix de part. Et alors là, vous voyez, on a repris tout simplement l'évolution du prix de l'hectare de ces 30 dernières années. Alors, sachant que cette courbe, elle est très intéressante, elle est extraordinaire, parce que plus 7%… C'est très flatteur, Laurence. Hein. Oui, c'est voilà, mais
je vais presque vous demander de l'oublier tout de suite parce que je ne peux absolument pas vous garantir que ça va encore faire 7% par an ces 30 prochaines années. On est sur du foncier, on ne parle pas de spéculation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette courbe évolue notamment en fonction de la consommation de champagne qui est faite. Vous voyez, là, par exemple, on a une forte hausse de l'année 91 à 2011. Cette hausse, elle est notamment liée au fait que certains marchés se sont créés. Vous voyez, par exemple, là, vous avez le Japon, qui représente 5,5% aujourd'hui des expéditions, sachant qu'il y a 25 ans, il ne buvait pas une goutte de champagne. Et en fait, en l'espace d'une vingtaine d'années, le Japon est devenu le 3e importateur de champagne dans le monde. Et donc, la création de certains marchés, comme celui du Japon, mécaniquement, a eu un impact sur la courbe parce que plus la consommation de champagne est importante, plus les grandes maisons ont besoin de s'approvisionner en raisin. Et comme ils sont très dépendants des petits viticulteurs pour s'approvisionner, au bout d'un moment, ils cherchent à acheter eux-mêmes des parcelles en champagne et donc ça fait augmenter les prix. Et c'est notamment pour ça que vous avez une hausse assez importante sur les 20 années que vous voyez de 91 à 2011. Après, quid, Laurence, avant de parler peut-être de... Parce que bon là, tu évoques une augmentation du prix de part jusqu'à 2011. On voit qu'il y a un palier, peut-être que tu allais en parler avant que je te coupe. Pour ce qui est je pense qu'on se pose tous la question de l'impact, parce que tu l'as bien dit, la consommation détermine finalement la valeur du foncier, puisqu'il y a une pression sur la production et donc sur les prix du foncier. Quid de la consommation mondiale et de l'impact potentiel sur les prix du foncier que peut avoir l'épisode Covid? Alors, là, il faut vraiment différencier deux choses. C'est la consommation de champagne et donc les ventes de champagne, où là, on va être plus dans une logique de rendement, et de l'autre côté, l'évolution du prix de l'hectare. Sachant que la répercussion ne se fait pas de manière immédiate. C'est pas parce qu'on consomme X milliers de bouteilles en moins que ça va avoir un impact immédiat sur la courbe. Alors, on parlait des règles tout à l'heure assez dérogatoires de la Champagne. Il se trouve qu'il y en a une, c'est qu'en fait la production de raisins, de kilos de raisins par hectare est déterminée par arrêté préfectoral. Et en fait, cet arrêté préfectoral va tenir compte de la consommation de champagne. Et en fait, avec ça, il cultive une espèce de rareté de manière à ce que ça soit toujours un produit finalement de luxe et rare, en quelque sorte. Alors, on l'a aperçu tout à l'heure, je vais revenir sur cette slide précédente. Vous voyez ici, la production cette année a été limitée à 8000 kg de fruits à l'hectare contre 10 200 l'année dernière. Alors ça, justement, c'est pour tenir compte de la baisse de consommation liée au Covid. Donc là, ça va toucher quoi ? Directement le rendement, puisqu'on du coup, on va perdre à peu près 20% de rendement. Sauf que le rendement, comme on l'a vu, il est de l'ordre de 0,6 à 1%. Donc, étant donné qu'on n'est pas sur un produit de distribution en tant que tel, perdre 20% du rendement, si on est à 0,8, on va peut-être passer à 0,65. C'est pas ça vraiment qui va changer la donne et la pertinence de l'investissement. Vous avez raison là-dessus, on est plus sur un produit de capitalisation. Et la capitalisation va être liée à cette consommation de champagne, mais on va tenir compte de certains facteurs qui vont au-delà évidemment de cette période de Covid. Alors on est en plein dedans là, donc effectivement on l'a tous en tête. Donc effectivement, cette période de Covid va peut-être faire que cette courbe ne va pas repartir dans une hausse fulgurante et va rester à peu près constante sur peut-être encore 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pour ça que d'une manière générale, même si on voit cette courbe qui est très impressionnante, il ne faut pas se dire que le foncier, même champenois, est un produit de spéculation. La performance à attendre sur un horizon de placement de 10 ans, on le dit, c'est un TRI net approximatif de 2,5% par an. Donc c'est quelque chose qui est plutôt un placement de long terme, de bon père de famille, qu'il ne faut pas envisager à court terme. C'est comme l'immobilier, c'est comme tous ces actifs tangibles, on part vraiment sur des horizons de placement longs. Et dans les perspectives qu'on va avoir, alors aujourd'hui, ce ralentissement, il n'est pas lié au Covid, il est lié notamment au fait que ces dernières années, notamment la France et le Royaume-Uni, qui sont les principaux consommateurs, ont eu tendance à baisser leur consommation. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années et qui est extrêmement long. On est des temps longs sur le foncier d'une manière générale. Et donc là, vous voyez un ralentissement de la courbe. Et ce qui fera l'évolution de demain, ça va être notamment certains marchés qui sont naissants, comme la Chine et Hong Kong, qui représentent aujourd'hui 1,4% des expéditions,
pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent des Émirats Arabes Unis qui ne boivent pas d'alcool, je vous le rappelle. Donc on est vraiment à un niveau de consommation qui est extrêmement bas. Et à côté de ça, il se trouve qu'à force d'occidentaliser leur mode de consommation. Alors on pense aux sacs Vuitton, à force de rapporter des sacs Vuitton, ils commencent à rapporter des bouteilles de champagne, ça commence à rentrer dans les mœurs. D'ailleurs, ils viennent de reconnaître l'appellation champagne, ce qui prouve bien que ça devient un sujet, et ça se voit dans les chiffres, puisque la consommation de la Chine augmente de 10% par an en ce moment. Donc du coup, si la Chine s'y met, ça fera un effet comme le Japon qu'on a pu constater ces 25 dernières années. Sauf que ça, est-ce que ça aura un impact dans un an, compte tenu de la crise du Covid? A priori, non. Est-ce que ça sera dans 5 ans? Est-ce que ça sera dans 10 ans? Ça, on n'en sait rien. Donc, on a des perspectives positives, mais qu'il faut toujours envisager sur le long terme. Et c'est pour ça que, d'une manière générale, je le répète encore une fois, le foncier n'est pas un produit spéculatif. Si jamais ces perspectives positives rentrent en ligne de compte, tant mieux, ça fera que du plus. En attendant, je le rappelle, on s'attend à un TRI net de 2,5% et le reste, si ça fait mieux, tant mieux, ça sera que du plus. Et à cela, à ce côté risque, ce couple risque-rendement qu'on attend sur cette classe d'actifs, je le rappelle, une performance de 2,5 avec un actif qui est plutôt décorrélé des autres marchés, et c'est ça l'intérêt justement de mélanger cette classe d'actifs avec les autres choses qu'on peut avoir dans son patrimoine. En plus de ça, on va chercher des avantages fiscaux. Alors, en fonction du produit, je le disais, on va viser différents objectifs. Sur la foncière viticole en Champagne, on va bénéficier de la réduction d'impôt IR-PME qui est passée à 25% au mois d'août, donc jusqu'au 31 décembre 2020, on bénéficie d'un taux de 25% contre 18% auparavant, et on a une exonération IFI à 100%. Donc ça, c'est pour la foncière. Et de l'autre côté, pour le GFV, on va aller chercher la même réduction d'impôt IR-PME de 25%, donc encore un moyen de réduire son impôt sur le revenu, l'exonération IFI à 100%, et on va en plus chercher un avantage en matière de transmission, puisqu'on bénéficie d'un abattement de 75% jusqu'à 300 000 €, au-delà c'est 50%. Il faudra juste respecter un délai de détention de 2 ans avant de transmettre, et le donataire ou l'héritier devra lui respecter un délai de détention de 5 ans. Donc des avantages différents en fonction du produit. Donc la sélection se fait aussi en fonction de ce qu'on attend en termes d'avantages fiscaux. Question juridique, Laurence. Quand on investit par exemple à travers de l'immobilier papier, si on le fait en SCPI, on sait que notre mise, en tout cas la perte potentielle est limitée aux apports. Quand on investit dans un club deal en SCI, par exemple pour de l'immobilier commercial ou autre, notre mise n'est pas limitée à l'apport. La responsabilité en SCI des associés est indéfinie mais proportionnelle aux apports. Est-ce que dans la foncière viticole en Champagne ou dans le GFV, on a un traitement qui est différent de la responsabilité des associés? Et est-ce que au-delà de cette réalité juridique, il y a, disons, une sécurité en tout état de cause de la valeur du sous-jacent, parce que je ne sais pas, est-ce que vous achetez avec de la dette, du matériel agricole ou autre, est-ce qu'il s'agit seulement de parcelles sur lesquelles on a une réalité, pas de dette en plus, et vraiment un portage sain? Quel est le danger dans une situation, dans un produit comme l'autre, pour un associé potentiel? Alors, ce qu'on achète, c'est le foncier. On l'achète cash, pour être clair. Il n'y a pas de levier, il n'y a pas de dette, donc on ne peut pas être responsable de dette puisqu'on n'en met pas en place. Ensuite, on n'achète pas non plus de matériel. Donc finalement, l'aléa, il va se faire sur le rendement en fonction de la production de raisins, très clairement. On est dans le cadre d'une exploitation viticole, et sur la fluctuation du prix de l'hectare. D'où l'intérêt d'être sur un actif prime qui est d'ordinaire plutôt défensif qu'un actif à défaut, on va dire. Après, tu as complètement raison. En fonction du produit, on va avoir une distinction en termes de responsabilité. Sur la foncière viticole en Champagne, la responsabilité est limitée aux apports. Il s'agit d'une société anonyme. Donc là,
Responsabilité limitée aux apports, c'est très simple. Sur le GFV, il s'agit d'une société civile avec statutairement une responsabilité qui n'est pas limitée aux apports. Et donc du coup là, tout l'intérêt, c'est d'être justement sur un actif tangible, concret, prime, qui a une valeur en tant que tel. Le foncier, quoi qu'il arrive, il est là et on sera toujours propriétaire de ce foncier qui est sous appellation Champagne. Et après, l'aléa, ça sera effectivement la fluctuation de ce prix de l'hectare. Je crois j'aimerais rajouter quelque chose. On voit bien qu'il y a des avantages évidemment pour la transmission qui sont très importants au niveau du GFV. Si certains d'entre vous ont des limites plus importantes à atteindre au-delà de la diversification, qui ont besoin de positionner une partie conséquente de leur patrimoine pour la transmission, il faut penser forêt, Laurence. Parce que les avantages sont étendus puisque finalement il n'y a pas vraiment de limite de ce côté-là. Exactement. Autant là, vous le voyez, on a une limite en termes de plafond de montant et aussi il y a des délais à respecter. En matière de forêt, on a monté un GFI, le GFI France Vallée Patrimoine, qui permet de transmettre avec 75% d'abattement qui va s'appliquer sur la quote-part forestière. Ça, c'est un fonds qui est déjà constitué et largement investi en forêt. Et surtout, là, il n'y a pas de délai de détention avant de transmettre, il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de plafond de montant. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire qui peut compléter notamment les stratégies qui ont pu être mises en place, par exemple avec de l'assurance vie ou d'autres choses. Là, vraiment, c'est pour tous les cas de transmission qui peuvent être assez lourds en termes de droits de mutation à titre gratuit, c'est un outil qui est assez extraordinaire pour ça. On pense surtout dans ces situations-là à des personnes qui n'ont pas d'héritiers directs, c'est-à-dire d'enfants, ou forcément de petits-enfants, à moins qu'il y ait eu des adoptions. Au niveau de la tranche du dessous, mais plutôt des neveux, des nièces, petits-neveux, petites-nièces, qui auraient des droits de succession évidemment très importants, vu les tranches applicables dans ces situations familiales. Exactement, oui. Alors, en termes de solutions d'investissement, pour conclure justement sur l'offre qu'on peut proposer en viticole en Champagne, donc on a ces deux produits, la foncière viticole en Champagne et des GFV sous forme de club deal. Donc je le rappelle, dans les deux cas, on va chercher une diversification en appellation Champagne, alors avec plusieurs parcelles côté foncière, une seule sous forme de club deal côté GFV. Côté foncière, on a la réduction d'impôt sur le revenu de 25%, l'exonération IFI, et c'est une offre qui est accessible à partir de 1 000 €. De l'autre côté, on a ce GFV investi sur une parcelle donnée. Elle permet la réduction d'impôt de 25% sur le revenu, une exonération IFI, la transmission avec un délai de détention à respecter de 2 ans. Et là, c'est une offre qui est accessible à partir d'un montant plus conséquent, généralement aux alentours de 30 000 €. Alors Laurence, quid de la liquidité sur ce genre d'outil? Excellente question. Effectivement, c'est pas parce qu'on investit sur ce genre d'outil, on est quand même sûr. En fait. Parce qu'on investit sur cette classe d'actifs où on recommande un délai de détention de 10 ans, on est plutôt sur des temps longs, comme je le disais tout à l'heure. Pour autant, la liquidité est organisée. Alors, on l'organise de plusieurs manières. Déjà, tous nos véhicules sont à capital variable. Donc, l'argent qui rentre sert en priorité à rembourser les sortants. En fonction des rentrées, on fait des augmentations de capital. En fonction des gens qui souhaitent sortir, on fait des réductions de capital. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un acheteur en face. Concrètement. Après, sur tous nos véhicules, comme on sait que parfois il s'agit d'outils qui vont servir pour la transmission, au moment d'une transmission, on n'a pas envie d'attendre pour pouvoir sortir. Généralement, c'est des périodes assez compliquées. On n'a pas envie en plus de se rajouter un stress lié à un délai. Donc, pour cette raison, on a décidé de conserver toujours 10% de trésorerie sur tous nos véhicules. Ce qui fait que si jamais il y avait une grosse sortie d'un coup, on pourrait utiliser cette trésorerie justement pour assurer la liquidité. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est capable d'assurer la liquidité en 48 heures, sachant que c'est une liquidité, bien sûr, qui n'est pas garantie, qui est organisée, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez fluide. Donc, d'une manière générale, même si on est sur un sous-jacent qui, par essence, est peu liquide mécaniquement, le fait de passer par ces fonds, au-delà d'avoir quelque chose de structuré et de permettre d'accéder à une classe d'actifs normalement intouchable, du fait de permettre d'accéder à des avantages fiscaux clés en main, du coup là, en plus, on va avoir cette liquidité qui est organisée et qui va permettre à chacun de sortir tout ou partie en fonction de ses besoins.
Merci Laurence. Une question client, que se passe-t-il si le donateur décède avant la purge du délai de 5 ans de détention par le donataire? Alors, très bonne question. Là, il s'agit du délai de détention imposé. Donc, pour le souscripteur avant transmission, c'est 2 ans. Hein. Et les 5 ans, c'est ensuite pour le donataire ou héritier. Donc, si jamais le souscripteur venait par exemple à décéder au bout d'1 an et 11 mois, là, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a aucun abattement qui s'applique. C'est toute la différence avec la forêt. C'est pour ça que en matière de transmission, il y a quand même un aléa où il faut respecter ce délai. De la même manière, si le donataire ou l'héritier revend avant la durée de 5 ans entre la transmission et le moment de la vente, s'il n'y a pas ce délai de 5 ans, là c'est pareil. L'abattement de 75% peut être remis en question. Donc du coup, si jamais on utilise le GFV comme outil de transmission, il faut bien avoir en tête cette contrepartie sous forme de délai. Si jamais on est vraiment dans un temps plus court en matière de transmission, il faut peut-être mieux aller sur la forêt où là, on a réussi à structurer un produit où on n'a pas de délai de détention à respecter avant de transmettre, ni après. Donc pour la réponse, au-delà de ce délai de 2 ans pour l'un et de 5 ans pour l'autre, finalement, peu importe si le donataire décède dans cette période de 5 ans, du moment que celui qui reçoit, finalement, respecte son délai de conservation. Exactement. Donc, dernière petite question qui me semble importante, Laurence, tu parlais de liquidité avec de la trésorerie à hauteur de 10%. Ça doit sous-entendre que tous les revenus qu'on touche ne sont pas fonciers, puisqu'il y a des revenus de trésorerie. Comment la trésorerie est exploitée? Est-ce que la trésorerie dort vraiment pour protéger un épargnant en cas de sortie? Est-ce qu'elle fructifie un petit peu? Comment ça se passe? Alors concrètement, là, on est vraiment sur du monétaire. Donc, en termes de performance sur les monétaires, là, je ne vais rien vous apprendre. Hein, on n'est pas sur des taux à 2 chiffres, clairement pas. Donc là, on est vraiment dans une protection de l'épargnant pour lui offrir cette faculté de pouvoir sortir et cette liquidité vraiment organisée. Après, en termes de distribution de revenus, je ne l'ai pas forcément précisé, mais si en cas si on fiscalise les revenus de la foncière, donc la fiscalité, il s'agit de dividendes, donc c'est la flat tax, que ce soit sur les revenus ou sur la revente des parts et sur une éventuelle plus-value sur la revente. Et en matière de GFV, là, on est sur du revenu agricole, hein, puisqu'on on perçoit des revenus issus d'une exploitation viticole, donc il s'agit de revenus agricoles. Donc là, c'est la TMI plus les prélèvements sociaux. Et en cas de revente, là, on est sur de la plus-value immobilière. C'est l'occasion de le préciser. C'est important. Autre question qui ça peut paraître évident ou pas dans le diapo. Autre question client. Cet abattement de 75% pour le GFV jusqu'à 300 000 € à 50% au-delà, donc au-delà sans limite, finalement, voilà, il porte, tu me le confirmes Laurence, bien par porteur et non pas par donataire. Donc vraiment pour celui qui donne et non pas celui qui reçoit. C'est pas comme, voilà, par exemple, l'assurance vie avant 70 ans, qui permet un abattement de 152 500 €, quel que soit le nombre de bénéficiaires, pour tous ces versements avant 70 ans. Là, on tombe quand même dans le cadre fiscal commun, général, de la transmission, de la succession. On n'est pas totalement dans un régime dérogatoire, donc ce sont des abattements qui sont communs à celui qui détient et non pas celui qui reçoit. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Je suis en train de regarder si on a quelques questions sur le chat. Une question que tu as pu aborder un petit peu tout à l'heure, Laurence, on revient un peu en arrière. Comment ça se passe un jeune exploitant ou non d'ailleurs, mais un tireur de jus, un petit exploitant face à Moët, Chandon, Nessie et compagnie. Voilà, quel est votre rôle d'accompagnement? Pourquoi la SAFER vous privilégie sur ces dossiers?
Est-ce que vous n'êtes pas dans une situation dans laquelle la concurrence est rude, voire déloyale? Peux-tu nous donner quelques précisions sur ce marché? Alors, la SAFER nous a sélectionné, alors j'imagine, parce qu'on est une société de gestion agréée par l'AMF, on a quand même une certaine ancienneté sur le foncier. On travaille d'une certaine manière avec quand même un cahier des charges assez draconien, que ce soit au niveau de notre façon d'exploiter le foncier, comme la réglementation plus de société de gestion en tant que telle. Donc je pense que ça, c'était un des premiers critères. Mais au-delà de ça, le but de la SAFER, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment de laisser l'exploitation des terres aux c'est pas péjoratif de le dire, aux petits vignerons, aux petits exploitants, et c'est une fille d'agriculteur qui le dit. Donc, c'est vraiment de privilégier justement ces exploitations face à des grosses multinationales, parfois des grands groupes qui auraient un pouvoir d'achat beaucoup plus important que ces petits vignerons. Et l'organisation de la Champagne en tant que telle est faite de telle manière que le fait que ces petits exploitants vendent leurs raisins via des coopératives viticoles, et le fait de se rassembler via ces coopératives viticoles, ça leur permet justement de peser face à ces grandes marques. Les règles de limitation de la production font que de toute manière, ils ont quand même un rapport de force assez important, puisque c'est eux qui détiennent les approvisionnements, un approvisionnement qui est forcément limité du fait du quota imposé par la réglementation chaque année en termes de limitation de kilos de raisin. Donc en fait, c'est toutes ces règles qui existent qui permettent de réguler ce rapport de force qui pourrait paraître déséquilibré entre un grand groupe mécaniquement et un petit exploitant. Mais justement, cette organisation de la Champagne permet de rééquilibrer les choses. Et justement, toute la difficulté de la SAFER aujourd'hui, c'est de maintenir ce rapport de force, parce que si les petits exploitants ne parviennent plus à se transmettre les vignes de génération en génération. Alors déjà, c'est un drame parce que parfois, quand on regarde dans l'acquisition de nos parcelles, on est vraiment sur de l'humain. Pour les exploitants, on n'est pas dans une logique de placement. C'est des terres qu'ils exploitent. Parfois, c'est des domaines qui existent depuis le 19e siècle. Souvent, c'est le cas. Ils ont travaillé les terres d'une certaine manière pour obtenir des labels. Il y a le label haute valeur environnementale. Parfois, il y a des labels bio. Et en fait, tout ça, c'est quelque chose qui se fait, mais sur non seulement plusieurs années, mais c'est des vies entières et des générations entières qui sont justement dédiées à l'exploitation de ces terres. Et c'est tout l'intérêt justement de permettre de les maintenir sur ces terres qu'ils exploitent depuis très longtemps, sauf que le prix augmentant tellement, ça devient une vraie problématique justement pour ces champenois. Donc, ils étaient montés au créneau justement fin 2018. Il y a eu beaucoup de débats parlementaires pour augmenter le plafond que vous avez à l'écran. Avant, on avait 75% d'abattement jusqu'à 101 897 €. Au-delà, c'était 50%. Donc, devant la problématique des exploitants champenois, ils ont augmenté ce plafond à 300 000 €. Sauf qu'effectivement, au-delà de ces droits de mutation à titre gratuit à payer, parfois, il y a un exploitant et d'autres frères et sœurs qui doivent bien avoir leur part d'héritage. Donc, du coup, il y a un morcellement des terres et in fine, parfois on a des vraies difficultés pour les maintenir en place. Et c'est là que justement se crée ce déséquilibre face à ces exploitants qui ne peuvent pas plus garder leurs terres et du coup qui se font racheter justement par des grands groupes qui ont un pouvoir mécaniquement beaucoup plus important. Et donc le but, c'est de maintenir cet équilibre qui existe sous cette appellation Champagne. Et en fait, l'intérêt pour la SAFER d'avoir fait appel à nous, c'est que justement, nous, notre but, c'est pas de récupérer l'exploitation des terres, on n'est pas vignerons, mais c'est bien plutôt de porter le prix du foncier et de laisser les exploitants exploiter leurs terres au moyen d'un bail rural long terme, généralement de 25 ans. D'ailleurs, comme tu précisais, Laurence, après des débats parlementaires, l'abattement qui était d'environ 101 000 € a été étendu. C'est aussi le cas si certains d'entre vous sont porteurs de parts de GFA. C'est la bonne occasion de profiter de cet élargissement d'abattement pour transmettre des parts en famille et anticiper votre transmission. J'ai une autre question. Certains de nos clients ont dans leur patrimoine de l'immobilier papier, à savoir en l'occurrence des SCPI. Y a-t-il un délai de carence avant de toucher soit ces dividendes en euros ou en bouteilles? Est-ce qu'il est trop tard, Laurence, si on investit après-demain dans une des solutions de France Vallée pour commencer à toucher ces bouteilles de champagne pour Noël, ou faudra-t-il attendre l'année suivante? Malheureusement, là, on est sur quelque chose de très très pragmatique. Si vous investissez cette année,
mécaniquement, il faudra attendre une récolte. Et donc, du coup, là, ça sera la récolte de l'année prochaine. Donc là, si vous investissez cette année, vous toucherez vos bouteilles l'année prochaine. Et le dividende étant voté en assemblée générale qui tient généralement au mois d'avril, le versement en bouteille, si vous choisissez le versement en bouteille, vous pouvez choisir des monnaies sonnantes et trébuchantes, mais si vous préférez le liquide, et dans ce cas-là, vous les toucherez au mois de juillet. Donc là, pas de plaisir à court terme, et donc pas vraiment un délai de carence, mais en tout cas un cycle des dividendes qui sonne selon le cycle de la saison du champagne. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions à lesquelles on peut répondre? Pas d'autres questions visiblement de ce côté. Je crois qu'on va pouvoir conclure cette conférence. Merci à tous d'avoir participé. Merci à ceux qui suivent le live, à ceux qui suivront le replay. Merci d'avoir été attentifs. Vous pouvez compter sur nous pour toutes vos questions a posteriori, qu'elles soient juridiques, fiscales, de transmission. N'hésitez pas à revenir vers nous. Moi, je suis disponible. Je ne me suis pas présenté en début de conférence. D'ailleurs, je m'appelle Antoine Lavaux. Je suis conseiller chez Partners depuis un peu plus de 3 ans. Vous êtes pour certains déjà suivis par des conseillers en interne, que ce soit Patrick, que ce soit Marine, Christophe, Patrice, l'un ou l'autre, Frimbault peut-être. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous, à revenir vers eux, à nous écrire pour vos besoins. On fera un plaisir de vous accompagner, notamment sur les solutions de France-Vallée, que ce soit ces solutions champenoises qui sont porteuses de sens, et puis aussi évidemment pour des questions de transmission qui vont bien au-delà des abattements existants sur toute autre solution et les solutions de groupements fonciers d'investissement, groupements fonciers forestiers. Merci beaucoup Laurence de tes participations, de ta résistance aux arguments, aux objections, au coronavirus et autres. Et puis nous vous donnons à tous rendez-vous bientôt pour une prochaine conférence dont nous donnerons le teasing très prochainement. Bonne soirée.